Info-Cité, une émission politique sur Plus FM. Parce que parler politique, c'est aussi et surtout parler de la vie de la cité. Tous les mardis, jeudis et samedis à 11h15 en direct sur Plus FM, en partenariat avec Run City 97.4. Info-Cité pour parler politique autrement. Info-Cité avec Jean-Pascal Jeu. Jean-Pascal, que nous retrouvons dans nos studios avec son invité aujourd'hui. Bonjour Jean-Pascal. Bonjour Bernard, bonjour à tous. Nous sommes ensemble jusqu'à midi, effectivement, Info-Cité. Et ce matin, eh bien, l'invité est Bernard Grondin. Bonjour Bernard Grondin. Bonjour Jean-Pascal. Alors, vous êtes le directeur d'Emmaüs Réunion. Moi, ça me fait extrêmement plaisir de vous avoir invité, de vous recevoir ce matin, parce qu'on parle souvent de précarité. On entend aujourd'hui, depuis quelque temps, notamment lié au phénomène politique ou électoral, nos politiques locaux, bien sortir des études, organiser des tables rondes sur la précarité, sur la pauvreté. Et moi, je voulais aujourd'hui le témoignage d'un acteur, de celui qui s'engage, et Bernard Grondin s'engage dans la pauvreté depuis de nombreuses années. Juste une petite question, et on va faire un petit distinguo, de manière à ce que nos auditeurs ne fassent pas la confusion entre Fondation Abbé Pierre et Emmaüs. Les deux structures sont très proches, mais très distinctes. Oui, écoute, un plaisir partagé Jean-Pascal d'être avec vous et puis vos auditeurs et parler un petit peu de ce que effectivement le mouvement Emmaüs représente à La Réunion. Oui, deux grands acteurs du mouvement Emmaüs. Il y a la Fondation Abbé Pierre et il y a deux groupes Emmaüs aujourd'hui, deux groupes de base qui travaillent sur les projets de collecte de réemploi. Emmaüs Réunion qui est basé à Sainte-Clotilde, qui est né à Sainte-Clotilde, et Emmaüs Grand Sud qui chapeaute une structure qui s'appelle Emmaüs Locase et qui fait exactement la même chose que nous dans une proportion qui est moindre pour l'instant puisque c'est un projet assez nouveau. Donc, comment faire le distinguo? Grosso modo, le mouvement Emmaüs est né dans les années 40 avec l'appel de l'abbé Pierre en faveur des personnes qui sont les plus défavorisées et les exclus de la société. Et dans cet appel-là, il a rassemblé autour de lui énormément de personnes qui avaient envie de donner des coups de main, de porter de l'aide à ceux qui souffraient du froid à l'époque, souffraient de dénutrition, et organiser comme ça une vie autour des personnes qui étaient à la rue. Et dans ce mouvement-là, il y a eu beaucoup d'actions de par le monde juste après l'appel de l'abbé Pierre dans les années 50. Et dans les années 80, il a fallu organiser un petit peu cette structuration. L'abbé Pierre voulait passer des relais parce qu'il avait eu un accident en Amérique du Sud là-bas. Il était tombé d'un bateau, il a failli mourir. Et il s'est dit, si je pars, tout s'arrêtera. Donc je transmets les manettes dès que possible. Donc on a créé Emmaüs International, qui est venu chapeauter l'ensemble des projets Emmaüs dans le monde. Il y a Emmaüs maintenant sur les grandes régions, Emmaüs Europe, Emmaüs Amérique du Sud, Amérique du Nord, etc. Et nous, on est sous l'égide d'Emmaüs Europe et Emmaüs France. Emmaüs France étant donc le premier lieu de naissance des Emmaüs à travers le monde. La Fondation Abbé Pierre trouve, elle, une vie et démarre des projets dans les années 80. C'est le volet, en fait, du mouvement qui a pour charge toute la partie réception des dons et des legs. Elle est habilitée, comme on dit, d'utilité publique. Et puis, elle s'occupe beaucoup de tous les projets qui tournent autour du logement, du relogement, du mal logement. C'est une voix très très forte au niveau national sur le plan politique. D'ailleurs, régulièrement, il y a le livre blanc. Tous les ans, il y a le livre du mal logement. Mais il ne faut pas refermer la Fondation Abbé Pierre. Bon, je suis pas habilité pour parler en leur nom, j'en dis juste un petit mot. C'est qu'ils travaillent énormément aussi sur la gestion des boutiques Solidarité. Donc c'est eux qui l'ont lancé il y a plusieurs années. À La Réunion, il y en a 4 de boutiques Solidarité qui accueillent des SDF toute la journée, qui leur proposent pas mal de choses, nourriture, tenue vestimentaire, accueil social, accompagnement social, boîte aux lettres, domiciliation donc. Et puis à La Réunion, on accueille aussi sur Belle-Pierre ce qu'on appelle un relais social. C'est une maison qui accueille femmes et enfants, des couples ou des personnes célibataires qui sont en situation de grande précarité sur le logement et qui sont accompagnés vers un logement définitif. Donc tout ça fait un melting pot assez extraordinaire. On est tous donc dans le cadre de la lutte contre les exclusions dans le mouvement Emmaüs, avec des cartes à jouer qui ne sont pas les mêmes. Donc nous, à Emmaüs Réunion, notre projet c'est de mettre des personnes en activité, des personnes qui sont éloignées de l'emploi, éloignées de la formation, qui ont connu des blessures sociales, qui sont en détresse, de les amener à une situation d'activité. Cette situation d'activité, ça passe par la collecte d'objets, le réemploi de ces objets et le recyclage de ces objets. Alors on va y venir, on va en parler parce qu'effectivement c'est quelque chose de très important. Juste
avant qu'on développe l'émission, les actions, l'objectif d'Emmaüs Réunion, je voudrais quand même dresser avec vous, Bernard Grondin, un petit peu, on va dire un bilan de l'actualité. On sait que François Chérec vient dans ce département très prochainement, que les acteurs sociaux, notamment les collectivités qui ont en charge la précarité et le domaine social, et en l'occurrence le Conseil général, attendent beaucoup de cette visite, que c'est très certainement très concordant aussi avec sa visite, mais aussi très concordant avec une période électorale très proche. L'INSEE et le Conseil général ont sorti une étude où la Réunion apparaît encore comme avec une situation sociale hors norme. On ne se lasse pas, en tout cas certains acteurs ne se lassent pas de rappeler un certain nombre de chiffres, 40% de Réunionnais qui vivent sous le seuil de pauvreté, c'est 343 000 personnes. Vous, une fois qu'on a dressé ce bilan en transversal, qu'est-ce que vous retenez de ça? Alors, la voix Emmaüs, c'est une voix très forte sur le plan national, sur le volet politique. Même si ça ne se voit pas, ça ne s'entend pas, il y a souvent des consultations et Emmaüs apporte un certain nombre de propositions qui sont souvent retenues et qui peuvent aider à tracer des lignes politiques. Elles ne seront jamais suffisantes. Et surtout à La Réunion, pourquoi? Nous, à Emmaüs Réunion, on est né en 95 sur Prima. On s'est tenu bien loin du monde politique depuis la naissance. Moi, personnellement, en tant que directeur de la structure, j'en fais autant. Je ne me mêle jamais de ce qui est politique. On ne me verra pas, pour l'instant, sur les rues, en train de revendiquer, etc. Mais pourtant, Bernard, soyons d'accord, oui. Politique, c'est aussi s'intéresser à l'organisation de la vie de la cité. Oui, alors à ce moment-là, il faut écouter la cité. Il faut vraiment l'écouter. Il faut partir de la cité et non pas partir des lignes directives de grands directeurs qui ont cru comprendre la cité. Moi, c'est mon point de vue. Je suis parti de la cité. Donc, malgré moi, je fais de la politique. Mais je le fais dans le sens peut-être le plus noble, comme moi je l'entends, c'est-à-dire être avec des gens, construire avec des gens à partir d'une réalité qui est celle-là. Je ne l'invente pas la réalité. Celle-là. Quand on a commencé sur Prima, on n'avait pas d'eau, on n'avait pas d'électricité. Il y avait la décharge qui se fermait. Elle était déplacée à Sainte-Suzanne. Et les gens disaient... Mais que ça nous a devenir parce que l'usine y ferme et n'a plus travail. Donc deux mots, l'usine travaille. L'usine travaille et surtout, ce qui était important, c'est qu'effectivement cette décharge publique était finalement la source de l'activité. Oui, complètement. C'est elle qui était le lien sur tout le village. C'est elle qui apportait un certain nombre de contributions aux familles pour subvenir à des besoins élémentaires, se nourrir. La décharge permettait à des gens de se nourrir. La décharge permettait à des gens de construire des maisons, même si ce n'était pas des maisons aux normes, même si c'était sans permis de construire. On est dans un système où on se débat. On se débat. Donc aujourd'hui, les lignes politiques, bien entendu, moi je ne dis pas qu'il faut tout remettre en cause, il faut aller vers de l'avant. Mais en construisant uniquement des immeubles R+, on éloigne complètement les gens d'un système de vie qui était le leur, et qui aujourd'hui les met dans une situation de dépendance. Moi, quand je suis né sur 400 mètres carrés de cours, c'était les premiers logements sociaux de la SIDR à Sainte-Clotilde. On avait des fruits, on avait des poulets, on avait des pigeons, on avait des cobayes. Quand il n'y avait plus rien à manger, on descendait dans la cour et on priait Dieu, on sacrifiait un animal. Aujourd'hui, on fait quoi? Quand on est dans l'immeuble et qu'on n'a plus rien. On attend le prochain RSA, on attend le RMI, on attend de l'argent, on va demander de l'aide aux assistantes sociales, on va demander de l'aide aux épiceries sociales, on va demander de l'aide à Emmaüs. Donc, on essaye de répondre. Mais est-ce que la société, fondamentalement, doit vivre comme ça? Non. L'abbé Pierre disait, tout ira bien quand Emmaüs disparaîtra de la terre. Ça voudrait dire que socialement, on aura gagné. Mais on est loin du compte, puisque des groupes Emmaüs, ils continuent à exister de plus en plus, parce qu'il y a une demande sociale très très forte. Justement, Bernard, vous l'avez dit tout à l'heure, donc Emmaüs Réunion est né dans les années 90. Comment vous voyez-vous l'évolution de cette pauvreté, cette précarité? Il y a des choses qui ne s'expliquent pas dans la précarité, parce que les gens, ce qu'ils veulent, et c'est aussi cette forme de dignité qu'on devrait leur reconnaître, c'est d'abord d'exister par le travail. Du travail, il n'y en a pas. Aujourd'hui, on est sur des substituts, des substrats où on dit finalement, vous donnez un contrat aidé, c'est-à-dire pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, vous allez bosser, vous allez effectivement gagner un peu d'argent, mais est-ce qu'on va vivre? Alors, la société, elle évolue avec tous les modèles que l'on connaît. Elle va très vite. La Réunion est très riche. On ne peut pas se voiler la face avec ça. On est très riche. Considérons Madagascar, considérons Maurice, considérons les Mayotte et l'archipel des Comores dans son intégralité. On est très très riche, malgré les chiffres énoncés de 42% de la population qui sont sous le seuil de pauvreté. Néanmoins, avec cette richesse-là, on vit mal. Donc, en regard de ce qu'on voyait dans les années 80-90, moi je voyais des gens à la rue, mais c'était des hommes qui avaient un certain âge, qui avaient des vies, d'accord? Il y a eu des faiblesses dans ces vies, qui les a amenés à la rue. Aujourd'hui,
presque à 8-9 ans, se retrouvent à la rue, déjà en train de mendier, déjà en train de solliciter, déjà dans une forme de violence, soit faite à soi-même, soit faite à l'autre. C'est beaucoup plus compliqué, donc c'est parti très vite. En 15-20 ans, c'est parti très très vite. On est aujourd'hui face à une situation qui est compliquée. C'est-à-dire que même pas en une génération, Oui. on va dire que de passer de 45 ans à 8 ans à se retrouver dans la rue. Combien de jeunes vivent à la rue aujourd'hui parce qu'il y a des relations familiales qui sont bloquées, qui sont cassées, parce qu'ils ne croient plus en cette forme de société, parce que la rue, c'est vraiment un monde aujourd'hui qui happe un peu celui qui est en situation plus de déséquilibre, de faiblesse, j'ai envie de dire. Donc forcément, c'est très compliqué. On ne les voit pas, ils se fondent dans la masse parce qu'ils ne sont pas mal habillés, ils ne sont pas en haillons comme dans d'autres pays, mais ils sont en détresse, et cette détresse-là, aujourd'hui, elle n'est pas vue, elle n'est pas perçue. Comment on peut agir justement avec ces jeunes ou avec ces personnes? Alors on parlait de travail tout à l'heure, le travail normalisé, ce serait donc un patron, une activité, un salaire. Ouais. Aujourd'hui, on sait que ça, c'est peut-être plus compliqué qu'il y a quelques années en arrière. Nous, on ne parle pas de travail sous cet angle-là, on parle d'activité. L'activité, c'est générateur d'énergie. Et si les gens sont actifs, quel que soit le mode d'activité, eh bien, ils produisent quelque chose, ils s'organisent, ils créent du lien social. Nous, c'est ça qu'on cherche à faire. C'est gagner bien entendu, en confiance et en fierté. Ben bien sûr, je fais quelque chose, je suis utile. Quoi de plus difficile de rester à la maison devant son poste de télévision, de rester derrière un comptoir à boire des bières, de rester devant une école avec la motocyclette, ou d'aller emmerder la société, excusez-moi l'expression. Je pense qu'on a besoin d'être en activité, faire quelque chose qui nous nourrit, nous, spirituellement, physiquement, et qui nourrit ceux qui sont à côté de nous. Comment un parent aujourd'hui qui n'a pas encore travaillé, il a des enfants à charge, comment il peut intervenir en disant à son gamin, travaille bien à l'école, hein, il faut que tu sois fort, il faut que tu sois meilleur que moi. Le gamin, il dit, papa, mais quel est dans sa tête, le verbalise pas, mais dans sa tête, il dit, papa, mais à où que ça vous fait? Quel exemple? Voilà, bon moment, à où que ça vous fait, ouais, les compliquer, tout ça. Mais je pense qu'il faut vraiment aller un petit peu plus loin dans le débat en disant que c'est pas que l'argent qui fait le seuil de pauvreté, c'est pas uniquement la notion de manger qui fait la notion de pauvreté, c'est aussi tout ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire quand on regarde à côté de nous, Madagascar, il y a une grande pauvreté matérielle, il y a une grande pauvreté financière, mais il y a en même temps une très grande richesse de production parce que personne ne se laisse aller. Nous, on a l'impression, je dis nous, je n'accuse personne, surtout pas les gens qui sont dans cette situation-là, mais nous, on est portés sur une vague, et quand la vague s'arrête, on tombe. C'est ça, et on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus comment réagir. C'est ça qui m'inquiète, et je me dis, dans le groupe Emmaüs où je suis, donner cette chance, donner cette possibilité à quelqu'un de mettre un pied sur une marche, c'est de lui donner aussi en même temps l'échelle. Après, le libre arbitre, à lui de grandir, à lui de marcher sur la prochaine, s'élever au fur et à mesure. Mais c'est pas simple, parce qu'il faut aller au combat, il faut tous les jours revoir ce qui n'a pas fonctionné avec l'individu. Parce qu'on n'enlève pas des blessures de toute une vie quand on arrive à 30-40 ans, on est vraiment blessé, et à ce moment-là, c'est compliqué. Alors, ce qui est terrible, c'est que le constat et le portrait que vous dressez, c'est que c'est pas le même portrait dressé par nos politiques locaux, effectivement, sur l'état et le bilan de la pauvreté. Est-ce que, par exemple, c'est ce genre de bilan, de portrait que vous aimeriez, je reviens sur la visite de François Charac, est-ce que c'est ce genre de bilan, de portrait que vous aimeriez lui dresser, de manière à ce qu'il prenne vraiment conscience de ce qui se passe et comment ça se passe chez nous? On dit chez nous, mais c'est possible aussi dans d'autres départements d'outre-mer. Complètement. Et puis même sur le territoire national aujourd'hui, il y a beaucoup de situations qui ressemblent aux îles. Je dis pas qu'ils sont pas au courant. Je dis qu'ils n'en parlent pas de cette façon-là. Ils n'en parlent qu'avec des chiffres. Voilà. Et les chiffres, ça représente quoi? C'est une façon de gagner du temps, de présenter succinctement les choses, etc. Mais ces chiffres-là, moi, j'y suis ou j'y suis pas? Est-ce que j'y suis dans les 42%, moi, en ayant un salaire? Peut-être qu'il y a des tas de gens qui travaillent aujourd'hui, mais qui sont obligés, par exemple, de vivre par le biais des épiceries sociales pour arriver à tenir la fin du mois. Il y a beaucoup de familles qui viennent à Emmaüs aujourd'hui pour faire des achats parce que c'est impossible d'aller en ville. Donc, ce qu'on économise en achetant une chemise à 50 centimes à Emmaüs, eh ben, on va plutôt le mettre sur le riz, sur l'huile, sur le curry. Donc, moi, je trouve que il y a un intérêt. Mais est-ce qu'on est dans ces 42%? Très certainement. Et on ne le sait pas. On va marquer une pause, Bernard Grondin. On revient avec vous pour la suite de l'émission. Je rappelle également qu'on est en collaboration avec la web radio Run City 97.4. C'est-à-dire que vous pourrez également retrouver les podcasts et l'enregistrement de cette émission. À tout de suite.
Infocité, une émission politique sur Plus FM. Parce que parler politique, c'est aussi et surtout parler de la vie de la cité. Tous les mardis, jeudis et samedis à 11h15 en direct sur Plus FM, en partenariat avec Run City 97.4. Infocité pour parler politique autrement. Infocité avec Jean-Pascal Jeu. Jean-Pascal qui reçoit aujourd'hui Monsieur Bernard Grondin. Voilà, Bernard Grondin, donc, qui est le directeur d'Emmaüs Réunion. Bernard Grondin, on parlait effectivement de ces taux de pauvreté qui nous sont sortis et édités régulièrement, mais rien ne vaut, en tout cas, d'avoir le contact avec l'humain. C'est ce que vous soulignez depuis un quart d'heure qu'on est ensemble. Et aujourd'hui, le constat, il est, et vous l'avez dit, c'est là-dessus qu'on va redémarrer également, c'est que la société a évolué. Il y a effectivement, depuis des années, des gens qui sont dans le besoin, qui n'ont pas de travail, qui se trouvent dans une situation précaire, et puis d'autres qui ont aussi cette situation de précarité, qui vivent également cette situation de précarité, mais qui sont aussi ce qu'on appelle désormais les travailleurs pauvres. Est-ce que vous avez senti, vous, ce glissement, et à quel moment vous l'avez senti? Et bon, on ne va pas dresser un portrait du travailleur pauvre, on ne va pas le comparer à une personne précaire qui n'a pas d'emploi, mais comment vous avez senti ce glissement? Comment on arrive à identifier ce public, en quelque sorte? En les voyant, je pense qu'on est bien placé à Foucherolles pour rencontrer des tas de personnes qui viennent nous expliquer, larmes aux yeux, toutes les peines qu'ils ont pour tenir leur vie sociale avec les engagements qu'ils ont, parce qu'on a tous aujourd'hui des engagements, payer un loyer, se nourrir dans des grands commerces, avoir une voiture, donc un crédit bien souvent qui va avec pour pouvoir se déplacer, parce que sinon on est très limité, avoir les assurances qui nous couvrent, et puis faire face à toutes les demandes incessantes que font nos enfants. Je veux ça. La vitrine, elle est là, elle est belle cette vitrine-là. Je veux dire, il faut aller en ville et regarder tout ce qu'on nous propose. Aujourd'hui, on a envie de vivre avec ça. On ne peut pas dire qu'il faut être arriériste et revenir dans les années 60. Mais en même temps, quand on a 600 euros ou 400 euros au mois, qu'il faut payer un loyer, même s'il y a une aide sociale en tant qu'allocation de logement, comment on fait? C'est très compliqué. Il y a des personnes qui ont un salaire au SMIC autour de 1000, 1500, 1200 euros et qui eux-mêmes n'y arrivent pas. Donc c'est très compliqué. Et on regarde les législations actuelles, il faut aller encore vers une mutuelle qui sera bientôt obligatoire et qui va augmenter, qui ne cesse d'augmenter, des loyers qui vont pas arrêter d'augmenter. Donc est-ce que les revenus vont augmenter avec? Non. À un moment donné, est-ce qu'il n'y a pas moyen de dire on est arrivé trop haut là? On est arrivé trop loin, il va falloir plafonner un peu les choses et se dire que le coût de la vie, elle augmente. Pourquoi? Parce qu'il y a des gros salaires qui permettent de les faire augmenter et en dessous, il y a des gens qui s'arrachent les cheveux pour savoir comment acheter ces produits-là. Moi, je pense qu'il faut revenir à des choses beaucoup plus basiques. Travailleurs pauvres, il en existe partout à La Réunion, bien entendu, mais je suis un travailleur pauvre et je suis sûr que tu es un travailleur pauvre, Jean-Pascal. Parce que c'est quoi la notion de pauvreté pour moi? C'est de ne pas pouvoir faire exactement ce qu'on a envie de s'épanouir correctement. Alors, tu me diras, il faut toucher combien? 30 000 euros par mois pour être riche? Non, peut-être pas. Il faut peut-être que juste pouvoir se nourrir correctement, nourrir sa famille correctement, éduquer ses marmailles avec un maximum de réussite. Peut-être que c'est ça la richesse. Peut-être qu'elle n'est pas que financière quelque part. Peut-être qu'il faut que nous aussi, en tant que personnes de la cité, on se pose la question de savoir est-ce que la vitrine, là, il faut toujours y aller. Peut-être qu'il faut qu'on réfléchisse autrement, qu'on reprenne un petit peu modèle sur les valeurs de nos parents. Peut-être, j'ai pas de morale à faire à personne ici, mais je me dis qu'il faut, c'est un tout. Si on continue à nous pousser vers des achats inconsidérés, on change d'iPhone, c'est une marque, excusez-moi. Si on change de smartphone tous les mois parce qu'il y en a un nouveau, bien entendu, on s'appauvrit. Ouais. Si on change de voiture tous les ans, bien entendu, on s'appauvrit. Si on rentre dans des crédits revolving pour faire un petit tour à Maurice, bien sûr, on s'appauvrit aussi. Donc, on a aussi, nous, une part de responsabilité dans tout ça. Il y a le politique, il y a nous. Nous, on doit aussi faire des choix. Vivre humblement, c'est pas vivre misérablement. Alors, nous, c'est chacun. C'est aussi, ça, pour ne rien cacher à nos auditeurs, j'ai même souhaité à ce qu'il y ait une ou deux familles ou une ou deux personnes de ces familles qui fréquentent Emmaüs qui viennent s'exprimer, qui viennent expliquer un petit peu leur situation. Et
avec beaucoup de pudeur, je pense qu'elle n'ose pas, ce qui est tout à fait logique. Mais ce que j'aimerais que vous nous expliquiez, Bernard Grondin, c'est quels sont les rapports que vous avez avec ces gens qui viennent vous voir? Comment vous les recevez? Quel est aussi le premier contact? Le premier contact, quand ils viennent, qu'ils découvrent effectivement qu'ils sont dans la grande précarité et qu'il n'y a que vous pour les aider, pour les soutenir et les accompagner. Et puis après, le lien qui se crée avec ces familles, avec ces gens. Alors, disons qu'il y a une démarche assez progressive. Quand on a démarré, on était surtout face à des publics qui migraient vers la Réunion, des publics qui sont en grande difficulté, Mayotte, effectivement, Madagascar, l'île Maurice, et puis tous les métropolitains qui sont pas tous riches et qui viennent aussi dans les îles trouver refuge. Il ne faut pas les mettre à l'écart. Et tous les métropoles, les oreilles qui arrivent, si on prend ce terme-là, ils sont pas tous riches et tous bien lotis. Donc, on a un public qui est en situation de détresse et qui a besoin de se remettre à flot très rapidement. Emmaüs a servi pendant longtemps à ça. Et les Réunionnais, malheureusement, nous on trouvait ça malheureux à l'époque, boudaient un petit peu, parce qu'effectivement, il y avait une culture qui s'éloignait de plus en plus du moussous, chose qu'on avait utilisée, qu'on redonnait à quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, c'est complètement changé. Et il y a une grande valeur aujourd'hui. L'éthique de la collecte, l'éthique du réemploi, l'éthique du rachat d'occasion a évolué dans la tête de beaucoup de monde, dans celle du Réunionnais. Et on en est content, parce que forcément, on a un peu pousser les barrières dans ce sens-là. Et la rencontre, elle est simple. Les gens arrivent chez nous, ils ont des besoins. Nous, on a un cadre. Ce cadre, il est fixé pour tout le monde, la même valeur pour tout le monde. Il y a une file d'attente. Vous arrivez, vous êtes placé, vous faites vos achats et vous les ferez dans des règles que nous, on a posées dans le sens d'une distribution qui soit la plus large possible. C'est-à-dire, on ne peut pas acheter plus de 3 mobiliers à chaque passage. On ne peut pas acheter plus d'une petite caissette de vêtements. On limite donc tous les produits de manière à ce qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent en profiter. Alors les gens qui sont nos donateurs et qui nous suivent depuis maintenant presque 20 ans nous disent, ces objets on vous les donne, on vous les confie, utilisez-les le mieux possible. Comment on les utilise? Il y a des gens qui n'ont pas compris, il faut que j'en parle un petit peu. Oui. Il dit, vous les recevez gratuitement et vous les revendez. Donc vous faites un bénéfice, vous faites quel est le terme, un business. Non, on n'est pas dans le business, il faut que les gens le comprennent bien. On est dans une logique d'accueillir des personnes qui sont très éloignées du monde social de façon générale. Pour ça, il faut une activité. Cette activité, c'est aller chez vous, collecter, amener chez nous, réemployer en essayant de réhabiliter cet objet. Soit c'est du réemploi, c'est-à-dire on prend une chemise, elle est revendue comme chemise, soit c'est du recyclage, parce que l'appareil n'est plus utilisé, il va aller dans les circuits de démantèlement et de recyclage. Donc nous, cette activité-là, il faut qu'elle vive. Pour accueillir, il faut salarier quelques personnes. Aujourd'hui, on est 33 salariés. Mais on n'a pas de subvention publique. C'est énorme, 33 salariés. On n'a aucune subvention publique, ni de la région, ni du département, ni de la ville. On a des contrats aidés. Il y a donc une aide apportée aux contrats, mais ce ne sont pas des subventions de fonctionnement. Les contrats aidés, chez nous, c'est entre 6 mois et 24 mois. Le temps d'arriver à définir un projet avec l'individu. Et aujourd'hui, on est à 2/3 de ces publics qui ont été accueillis il y a quelques années chez nous, qui sont en CDI. Donc on perpétue une insertion dans de la durée. Où l'argent sort pour payer les gens qui sont en situation de travail, et bien des collectes que l'on fait et des ventes que l'on fait. Mais quand je dis que l'on vend quoi? Sur du business? Non. Vous me donnez une chemise, elle est en situation d'être réutilisée. Elle est vendue à 50 centimes, 1 euro, 1,50 €, 2 euros, en fonction de l'état de la chemise, en fonction de ce qu'elle représente. Donc, on ne blesse plus personne. On ne blesse plus aucune dignité. On ne fait pas un ballot de linge dans un sachet noir et on donne à quelqu'un qui arrive chez nous avec des pleurs en lui disant, ben voilà, je vous ai aidé, voilà votre sachet de linge. Parce que la personne n'a pas vérifié si ça lui convient, si ça lui plaît, si c'est la taille, si c'est la couleur, si c'est le style qu'il voudrait porter. Nous, on lui dit, va en boutique, tu regardes, tu fais ta sélection. On les sort. Si c'est un don, parce qu'on fait des dons, si c'est un don, on va noter la valeur du don qui est sorti, on va le reporter en comptabilité. Et si c'est un achat, la personne est pas blessée parce qu'il a payé sa chemise à 50 centimes, il a acheté sa chaussure, il a acheté son vêtement ou son meuble, son lit, son matelas, peu importe. Donc on donne à toute personne la possibilité de venir à Emmaüs. Ce n'est pas fermé, ce n'est pas un ghetto pour pauvres. C'est aussi une forme de responsabilisation. C'est une forme de responsabilisation, bien entendu. Et on essaye. On continue à informer nos donateurs qu'effectivement, il y a cette vente-là. Mais ce n'est pas une vente à profit. C'est-à-dire que nous, on ne fait pas de bénéfice. On réinvestit l'argent uniquement dans de l'action sociale, soit sur des hommes, soit sur le bâtiment, soit sur un meilleur encadrement pour améliorer l'accueil. Moi, j'ai une question. Pourquoi n'êtes-vous pas d'utilité publique ? Parce qu'avec ce genre d'action, vous dites il n'y a pas de subvention, il n'y a pas d'aide, hormis des contrats aidés qui vous sont attribués, mais
La codification pour être dans ce cadre-là est encore plus importante. Nous, on n'est pas d'utilité publique, on n'est pas ONG, c'est vraiment un groupe de base, on mène une activité. Et puis on n'a pas envie, honnêtement, on n'a pas envie de se faire reconnaître pour ça. On est d'une utilité publique, oui, mais dans le terme propre. Dans le terme propre, voilà. Après cette reconnaissance, si on nous la donne, ça nous servirait à quoi? Bon, on a déjà des aides, c'est-à-dire que on n'est pas sur le champ concurrentiel, ni sur un champ commercial. Donc effectivement, il y a des impôts sur le commerce qu'on ne paye pas. Mais autrement, toutes nos charges sociales, URSSAF, CRR, ACEDIC, etc., on les prend en charge sur nos recettes à nous. Et c'est énorme, c'est énorme. Moi, je dis bravo à tous les Réunionnais qui sont aujourd'hui à l'écoute et qui nous soutiennent encore par ces dons, une chemise, une vaisselle, une chaussure ou un meuble, peu importe. Ça nous aide énormément parce que ça fait vivre la structure. 33 salariés, dites-vous bien qu'il y a à peu près 4 à 5 personnes par cellule familiale. Donc, en multipliant, vous avez plus de 250 personnes qui sont impactées directement par cette activité. Ce qui veut dire, Bernard Grondin, c'est que si vous avez autant de gens qui collaborent à Emmaüs Réunion, ça veut dire qu'au fil des années, il y a eu de plus en plus de précaires qui ont eu besoin de vos services. Bien sûr, il y en a de plus en plus. On est à 300-400 passages sur site à chaque jour d'ouverture, donc 2 fois par semaine, mercredi et samedi. Ça représente énormément de personnes qui ont besoin de nous. Ça représente énormément de personnes qui soutiennent l'activité, parce que c'est à peu près 7000 dons par an. C'est énorme. Et puis, il y a ces 60 bénévoles qui viennent toutes les semaines, pas les 60, mais disons qu'il y a une bonne vingtaine par semaine qui viennent et qui apportent leur contribution physique, morale à cette activité. Alors vous avez les salariés, on les a vus, vous avez les bénévoles, vous venez d'en parler, vous avez aussi les compagnons. Alors, les compagnons, c'est le jargon. C'est-à-dire, en fait, les compagnons, c'est le nom qu'on donne aux personnes qui sont accueillies dans des espaces communautaires. Ouais. J'ai parlé d'Emmaüs tout à l'heure, j'ai pas fait ce distinguo entre... Dans Emmaüs, il y a trois branches. Il y a la branche communautaire et la branche 1. Donc, communautaire veut dire, on accueille quelqu'un qui arrive de la rue, on lui donne une chambre, on lui propose une activité, on le soutient, on l'accompagne pour qu'il y ait une insertion possible. Mais si la personne veut rester dans la communauté, il peut y rester toute une vie. On ne le met pas dehors parce qu'il a fait une semaine, un mois ou un temps qu'il y a une place, on le garde. Ça, c'est communautaire. Donc, c'est là où on appelle les compagnons d'Emmaüs. Après, il y a la branche 2, donc c'est tout le volet logement, et là où on a cité tout à l'heure la Fondation Abbé Pierre, mais il y en a beaucoup d'autres, des associations qui travaillent sur le volet 2. Nous, on est sur la ligne 3, c'est-à-dire la branche d'activité par l'insertion par l'activité économique. Pardon. Alors justement, ça c'est aussi quelque chose qui risque d'être un petit peu chamboulé, l'insertion. Vous le disiez tout à l'heure au début de l'activité, eh bien il y avait effectivement cette décharge qui était en quelque sorte la source de l'activité pour la collecte, mais aussi le réemploi. Comment vous voyez, comment vous anticipez, vous, les projets qu'il y a effectivement en ce qui concerne le traitement des déchets, les recyclages, les réductions à la source? C'est en quelque sorte, non pas couper complètement, mais réduire le flux du robinet qui vous sert à la réinsertion. Oui, on n'est pas contre, on n'est pas opposé à tout ça. Pourquoi? Parce qu'effectivement, si on arrête d'acheter du neuf, on économise un petit peu. Est-ce qu'on a besoin tout le temps d'acheter du neuf? Moi, je dis non. Bien entendu, on nous passe la soupe qu'il faut économiquement continuer à faire ce développement-là. Mais jusqu'où et pour qui, je ne sais pas. Au regard de ce que nous, on a vécu, c'est-à-dire on a démarré sur la décharge. Aujourd'hui, on a tout le département de la Réunion qui nous soutient, qui nous appelle toutes les semaines pour nous faire des dons. Moi, je pense que ce terrain-là, il n'est pas miné. Il y a des projets nouveaux qui arrivent. Ils sont définis par des entités, des collectivités. Ils sont définis par des associations comme nous, qui sont hors Emmaüs. Tout le monde a envie, parce qu'il y a un enjeu. L'enjeu, il est bien entendu social, mais il y a l'enjeu économique. Aujourd'hui, le déchet, d'accord, parce qu'on est dans une logique de protection environnementale, parce qu'on est dans une logique de recyclage des produits, etc., c'est noble. C'est noble. Mais c'est un axe qui aujourd'hui économiquement va peser de plus en plus. Et donc on a des grands groupes qui y arrivent et qui vont traiter les déchets. Donc qu'est-ce qu'ils auront comme moyen de faire cette communication, cette propagande, de dire à tout le monde, recyclez vos objets très facilement, voilà les box, on vous les met à disposition, portez-les, nous on les traite. Ouais. Ça fait de l'argent. Ouais. Nous on est en train de dire aux gens, attention. Ça fait même du business, Bernard, parce que s'il y a un chiffre à citer, par exemple, l'année dernière on était à 700 000 tonnes de déchets. Oui. Regardez cet exemple. La génération d'avant nous, et encore aujourd'hui, les gens qu'on appelle les gounifioles. L'association du mot gouni et les fioles. Donc c'est ramasse-bouteille. Bande de Moun, ramasse-bouteille là. C'est bande de Moun qu'elle avait beaucoup de dignité, ça. Ils avaient un boulot,
Hein, une utilité. ils ont une famille et en plus, ils se donnaient les moyens de sillonner les rues, d'aller ramasser toutes les bouteilles, de les collecter, de les revendre à 20 centimes, peu importe le ballot, etc. Et ça faisait une petite rente. D'accord ? Quand on a posé les bennes, je trouve ça magique qu'on pose des bennes. Ça nous aide, nous, à ne plus mettre nos bouteilles dans la nature. Mais on a oublié quelque chose. C'est qu'on a pris le boulot de quelqu'un. On a arrêté une activité. On a arrêté une activité. Et on le traite de voyou parce qu'il arrive de temps en temps que cette personne-là vienne, fasse tomber le cube pour pouvoir sortir ses bouteilles. Donc il passe du statut d'honnête travailleur au statut de voyou, de vagabond. Donc ça, moi je trouve que c'est pas cool. Et moi je continue à dire aux gens, quand vous avez des canettes, ne les mettez pas dans la bouche. Mettez à côté. Mettez juste à côté, s'il vous plaît. Rendez service à cette personne. Il n'a pas besoin d'avoir un crochet, il n'a pas besoin de faire tomber cette benne. Il va récupérer, c'est son argent à lui qu'il est en train de chercher. C'est sa vie à lui qu'il est en train de construire. Et bien, par ailleurs, si on prend ça à notre échelle après, si on continue à nous dire, mettez tous vos matelas dans des bennes, mettez tous vos meubles dans des bennes, mettez vos vaisselles dans des bennes, mettez vos vêtements dans des bennes, effectivement, on va noyer, on va juguler ce projet qui est celui d'Emmaüs et qui, depuis maintenant plus de 60 ans, fait vivre en métropole, plus de 4000 compagnons. À La Réunion, 33 salariés, mais combien de bénéfices, combien de personnes en bénéficient? C'est énorme. Donc il faut réfléchir. Oui, bien entendu, il y a des produits qui doivent aller à la décharge en déchetterie parce que ce sont des rebuts ultimes. Mais il y en a au milieu beaucoup qui peuvent servir à des structures associatives, nous ou d'autres. Il faut faire un choix. Nous, on défend ce projet-là parce qu'on y croit, parce qu'on y met l'homme avant tout. Il est au centre. C'est pas l'objet qui est au centre, c'est l'homme. Il n'y a pas moyen de faire un deal avec justement ces hommes du business de l'ordure ménagère ou du traitement du déchet ménager, parce que finalement on voit de plus en plus de déchetteries fleurir, elles sont tenues par des groupes, et des groupes économiques, des groupes... On y travaille. Je vous disais tout à l'heure qu'Emmaüs France était une voix très puissante sur le territoire national. Elle a travaillé avec Écosystème sur tout ce qui est D3E. Et aujourd'hui, cette activité est protégée au sein des groupes Emmaüs. D3E étant les déchets d'équipements électriques et électroniques. Donc tout appareil électrique qui contient une pile ou de l'électricité en panne, aujourd'hui, tous les groupes Emmaüs ont la capacité de les récupérer pour les traiter. Pas directement dans nos ateliers, mais on est dans la filière organisée, on est agréé par Écosystème. Il y a le nouvel éco qui arrive, l'écomobilier, où Emmaüs, encore une fois, a fait en sorte de ne pas perdre une part de cette activité sur les meubles. Donc les groupes Emmaüs vont être rémunérés pour ce travail qui est fait. Moi je trouve que c'est un juste titre parce qu'il y a une écotaxe qui est payée à un moment donné et il y a une activité qui soutient des personnes en grande difficulté sociale. C'est normal donc qu'il y ait un juste retour et qu'on soit rémunéré, nous, par rapport à cette activité-là. Et il serait tout à fait illogique que cette écotaxe reste simplement dans les mains des dans le nom de grands groupes industriels qui ont, eux, les moyens de traiter ces objets en les broyant. En les broyant. Nous, on ne les broie pas. Hein. On ramène une armoire dans une chambre où un enfant peut ranger ses vêtements. On ramène un lit pour une famille qui a tout perdu. On ramène de la vaisselle là où il n'y en a pas. On ramène de la dignité dans des cellules familiales parce que, de temps en temps, c'est très difficile. Bernard Gondin, on va marquer une dernière pause et puis on va reprendre la route pour les 15 dernières minutes qui nous restent. À tout de suite. Info-Cité, une émission politique sur Plus FM. Parce que parler politique, c'est aussi et surtout parler de la vie de la cité. Tous les mardis, jeudis et samedis à 11h15 en direct sur Plus FM, en partenariat avec Run City 97.4. Info-Cité pour parler politique autrement. Info-Cité avec Jean-Pascal Jeu. Jean-Pascal, que nous retrouvons avec son invité, M. Bernard Gondin d'Emmaüs. Voilà, Bernard Gondin, donc le directeur d'Emmaüs, on est ensemble encore jusqu'à midi. Bernard Gondin, on l'a dit tout à l'heure, Emmaüs, effectivement, il y a les donateurs, il y a en tout cas le public qui bénéficie effectivement de ces dons, et puis il y a les donateurs. Les donateurs, j'imagine aussi, comme ceux qui ont eu besoin de cette structure, ont été aussi de plus en plus nombreux au fil des années. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience citoyenne qui se fait au fil du temps, et comment vous l'avez vu un petit peu se matérialiser cette prise de conscience? Est-ce qu'on peut dire finalement que c'est aussi une notion de solidarité qui est née, qui a émergé justement dans la société réunionnaise? On part de l'origine de La Réunion. C'est une société très solidaire depuis très longtemps, à plein de niveaux, pas simplement sur le souci matériel. Il y a un délitement aujourd'hui, il faut aussi le reconnaître, parce qu'on devient de plus en plus égoïste, etc. Mais globalement, La Réunion reste un pays très engagé par rapport à son environnement et les gens qui sont autour de nous. Donc moi, effectivement, ce que je peux dire, c'est qu'au niveau d'Emmaüs, on a vu les dons grandir en quantité, mais aussi en qualité, c'est-à-dire en valeur d'objet.
Aujourd'hui, quand on fait les bilans en fin d'année, on regarde le nombre de dons rentrés, on compare avec le chiffre d'affaires qui a été fait sur l'année, on se dit que la valeur du don, quel que soit le don, c'est une valeur moyenne d'à peu près 80 €. C'est énorme. C'est énorme aujourd'hui. C'est énorme, hein. Oui. C'est énorme. Ça suffit pas, parce qu'on est à flux tendu, on n'arrive pas à répondre à toutes les demandes, notamment en solidarité. Il y a des gens qui attendent 1, 2, 3 semaines avant de pouvoir avoir un frigo qu'on a décidé de mettre en don parce que la cellule familiale ne permet pas d'acheter ou une machine à laver ou des matelas, peu importe. Il y a un flux très tendu. Donc, on a encore besoin de cette générosité. Ce qu'on voit arriver, c'est aussi ce sens éthique, ce sens moral. Il y avait des personnes, à un moment donné, qui disaient « Ouais, mais monsieur, ça m'a l'acheté, mais ça part à ça, ben, je me donne à ça, ou ça fait un business avec, mais pour faire jeter, ben, là, il ne mérite pas ça. » Nous, on trouvait ça dommage, mais aujourd'hui, ça a beaucoup évolué. On nous dit « Monsieur, pourquoi vous ça jette ça, elle est encore bon. Mon maman, il a mis ça un coup. Moi, il a gagné ça en cadeau, l'a passé avant moi. Moi, il a acheté un autre salon, mon salon, il est encore bon. Oui, la cigarette, la brouille, un petit coup, mais le salon, il est encore bon. Moi, il a changé de matelas parce que mon dos, il fait mal, mon matelas, il est encore bon. Moi, il a acheté il y a moins de 2 ans. Ben, toute cette prise de conscience-là, c'est aujourd'hui, c'est ça l'intérêt. C'est là où on voit que les Réunionnais commencent à se dire non, pourquoi jeter? Il y a des gens autour de moi qui ont besoin. Soit je suis dans le jugement, je dis personne ne mérite ce que j'ai acheté, et je jette tout, je brûle tout, ou soit je suis dans le non-jugement et je me dis je ne sais pas pourquoi les gens sont arrivés à ce niveau-là, je ne sais pas pourquoi ils sont en souffrance, je ne sais pas pourquoi il y a un déséquilibre financier dans leur vie. Moi, ce que je fais, je donne. Mais je donne à une structure qui va essayer de faire en sorte que ce don-là soit le valorisé le mieux possible. Il y a des dons que vous refusez? Oui. On refuse des dons, les matériaux qui sont dangereux, bien entendu. Ouais. Si on vient, par exemple, dans une cellule familiale et qu'on voit une armoire, elle est en bois massif, par exemple, mais elle a été mitée, c'est-à-dire les carias sont rentrés dedans, elle est complètement bouffée. On est obligé de dire à la famille, écoutez, il y a une notion de dangerosité, on ne va pas transporter cette armoire parce qu'il peut y avoir une pollution, mais en même temps, il y a un risque, on ne va pas mettre une armoire dans une chambre qui s'écoule sur un gamin qui dort la nuit. Donc, il y a des moments où il faut éviter de prendre des choses. Après, des fois, on nous emmène en cave, dans les caves des immeubles, etc. Il y a des objets qui ont été stockés longtemps, mais on voit qu'il y a des passages de rongeurs, etc. Ça peut être une difficulté pour nos collecteurs d'aller charger dans les camions, des choses comme ça. Donc on dit gentiment aux gens, il y a des gens qui comprennent, il y a des gens qui ne comprennent pas, qui nous disent soit vous prenez tout, soit vous laissez tout. On dit on est désolé, on laisse tout, parce qu'on n'est pas non plus, il ne faut pas nous confondre avec des éboueurs, je respecte ce métier d'éboueur, mais on n'est pas là pour nettoyer des places, on est là pour collecter des objets qui sont utiles. Après, il y a beaucoup d'objets, il y a plus de 100 tonnes d'objets qui rentrent chez nous et qui repartent en décharge, parce qu'ils ne sont vraiment pas utilisables. Ah, quand même. Quand même. Mais dans ces 100 tonnes-là, il y a énormément d'objets qu'on a sauvés. Et ces objets-là, on va remettre des vis, on va remettre des cols, on va bricoler un peu dessus, parce qu'on n'est pas des vrais réparateurs, vous avez compris. Mais ces objets-là sont sauvés. Et il y en a beaucoup, même s'ils sont utilisés pour plus de 20 ans pour certains, qui restent en état d'utilisation. Et puis de la vaisselle, par exemple, ça se lave. Vous voyez, donc des fois on a de la vaisselle qui sont sous les éviers, oui, on a des traces de cafards, on a des traces de... mais ça se lave. Nous on fait ce qu'on peut, après on dit aux familles, il faut aussi faire une partie de la prise en charge, donc les vaisselles sont placées sur les rayons, les gens choisissent ce qui leur convient, mais on a en même temps de très belles cravates, je veux dire, il y a vraiment de tout, on a des luminaires, on a des bibelots, on a des bijoux, on a vraiment de tout, et ça permet à toute personne qui aujourd'hui a envie d'acheter, soit par urgence sociale à Emmaüs, mais ils peuvent le faire, parce que le frigo a lâché hier soir, par exemple, et la famille arrive ce matin à Emmaüs pour dire j'ai besoin d'un frigo, ou parce qu'on a ce sens éthique, c'est-à-dire on a un peu de moyens financiers, on pourrait acheter ailleurs finalement, mais on décide de venir à Emmaüs parce que c'est une aide qu'on apporte en achetant à Emmaüs. Donc c'est le vase communicant. C'est ça qui est intéressant, c'est que on donne, on achète en quelque sorte, on agit avec Emmaüs. On agit complètement. C'est pas interdit. Il faut bien que le public qui est à l'écoute aujourd'hui entende que la boutique Emmaüs, ce n'est pas une boutique réservée à des pauvres. C'est une boutique pour tout le monde, chacun peut y trouver ce qu'il aime. Il y a des gens qui aiment chiner dans les bouquins. Il y a des gens qui aiment chiner sur des bibelots, il y a des gens qui aiment chiner sur des luminaires. J'ai besoin de décorer ma maison, par exemple, pour votre studio, Jean-Pascal. Si demain vous avez besoin d'un nouveau bureau pour un nouveau décor, vous pourrez venir à Emmaüs. On peut trouver des bureaux qui ne sont pas adaptés à des maisons. C'est des bureaux pour entreprises. C'est des entreprises qui nous les donnent. C'est des grands bureaux avec de temps en temps des vitrines. Et bien ça, on ne peut pas le mettre dans une famille avec une chambre 8 mètres carrés. On bloquerait la maison. Donc il y a de l'attente, il y a des demandes pour tout le monde. J'aimerais une anecdote, si elle est possible. Est-ce que justement dans les gens qui ont bénéficié de cet accompagnement, de cette aide d'Emmaüs, vous avez au fil des années, retrouvé ces gens comme donateurs, comme acteurs d'Emmaüs? Oui.
tous les compagnons d'Emmaüs qui sont passés chez nous reviennent à un moment donné pour nous dire merci. Ça, c'est important parce que il y a de la joie. Au début, il y avait des larmes et à un moment donné, il y a de la joie. Parce qu'il y a l'insertion sociale qui est réussie. On a retrouvé une famille qu'on avait perdue. Ça, c'est pas moindre des choses. Hein. Quand un enfant est placé, par exemple, et qu'au bout de 2 ans, Emmaüs, on a son logement et on peut faire une demande au juge de récupérer son gamin. C'est pas anodin tout ça. Hein, tu vois. Et quand on revient avec la famille est consolidée, parce que des fois, la concubine ou le concubin revient parce que les choses sont stabilisées. Ça, c'est pas anodin. Quand on peut vivre maintenant, même si c'est le RSA, même si c'est le RMI, on peut vivre plus dignement parce qu'on a compris que faire des dépenses inutiles, ça bloquer le système, notre propre système. Et bien ça, c'est des choses intéressantes. Donc on a un retour très positif. On pense réussir notre insertion, même si tout le monde n'a pas trouvé du travail. Mais je vous disais tout à l'heure, nous, notre logique à nous, c'est pas que l'emploi. L'emploi dans le sens le plus aujourd'hui reconnu. C'est plutôt l'activité. Il faut avoir une activité. Il faut faire du sport. Il faut sortir. Il faut voir des gens. Nous, on emmène des gens à la culture. On les emmène au théâtre. On emmène des natifs réunionnais. À Mafat, ils sont jamais allés, ils ont 40 ans, vous imaginez. Aller à Mafat, on n'a jamais fait. Pourtant, c'est la vie de nos ancêtres qui est là-bas, c'est toute notre histoire identitaire qui est là-bas. Et ben on leur dit, on y va. Allez sous les laves, la coulée des laves. Combien de Réunionnais y sont allés? Si on n'est pas dans un état d'esprit, si on n'a pas reçu une certaine forme de culture, on se dit, c'est pas pour nous, c'est pour les autres. Mais nous, on leur dit, c'est aussi pour nous. On va aller sous les laves. On va aller. On va faire cette marche. On va aller découvrir ce que le volcan a déposé comme richesse dessous. Est-ce que finalement, votre réussite, c'est justement d'avoir agi différemment des autres, c'est-à-dire d'avoir fait du lien social, mais d'une manière totalement éclatée? Ce que je pense, moi, en tant que directeur, c'est que je ne fais pas de projet dans ma tête. Moi, j'en fais pas. Je me réveille pas la nuit. Oh, j'ai un super projet, je vais le réaliser le lendemain, parce qu'il serait loin de la réalité. J'écoute les personnes avec qui je travaille, ce sont mes collègues, et ils me disent, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Alors, on part de cette réalité-là. Elle est minime des fois. Monsieur, nous aimerait bien, certains m'appellent monsieur, certains monsieur Grondin, certains Bernard, certains EO. Chacun fait comme il veut, et je respecte tout le monde en même temps. Et ils me disent, monsieur, écoute, j'ai envie de faire un petit manger aujourd'hui. Allez, on y va, on fait un manger. Demain, il dit, monsieur, j'ai envie de voir un concert là. Il gagne aller voir un concert là. Nous savons un concert là. Sortir, aller voir Daniel Loireau hier soir, il y a des gars qui l'ont fait pour la première fois chez nous. Et ils sont partis. Parce qu'il y a aussi cette convention possible avec les théâtres départementaux. J'ai oublié de parler de ça. Dans le don, il y a aussi les infrastructures culturelles qui nous proposent, qui nous disent, voilà, on veut bien vous aider, vous voulez faire des projets culturels, nous on vous met 10 places, 6 places, 8 places ou 20 places selon nos projets. On a travaillé avec Kalouban, on a travaillé avec le Palaxa, on travaille encore avec les théâtres départementaux, on travaille beaucoup avec la Fabrique. Vous voyez, toutes ces entités qui nous permettent de ne pas simplement concevoir la personne dans une entité de labeur, c'est-à-dire l'activité et le travail, mais aussi dans une activité beaucoup plus riche, qu'elle soit culturelle, tournée vers l'autre, avec une forme d'épanouissement. Bernard Grondin, il nous reste, on va dire 2 minutes. On va parler quand même aussi un petit peu de la communication d'Emmaüs Réunion au fil de ces années. Comment les gens ont appris à vous connaître. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, donc vous communiquez aussi beaucoup par l'intermédiaire des réseaux sociaux, mais avec les années, comment les gens ont connu, découvert? Alors, le bouche à oreille, voilà ce qui nous a sauvés, j'ai envie de dire, parce qu'on n'avait pas de moyen de communiquer par affiche, par système de propagande diffusé à droite à gauche. Les médias ne jouent pas tout le temps le jeu, j'ai envie de le dire. Merci Jean-Pascal de nous inviter aujourd'hui. Il y a aussi d'autres radios qui nous invitent régulièrement. Mais globalement, quand on mène une action, par exemple, on envoie des annonces dans les rédactions et il n'y a personne qui vient. Par contre, je risque d'avoir 3 télés demain, parce qu'il va y avoir le ministre, on va venir me poser plein de questions. Et je trouve ça désastreux, parce qu'en fait, Emmaüs, ni moi, ni Emmaüs, ni personne, on n'est pas des bouche-trous de l'actualité. On a besoin d'être mis en avant, et ça appartient aux rédactions, de nous dire, venez. Parce que nous, on ne peut pas faire le forcing. Donc le bouche à oreille nous a servi, les médias nous servent, je ne crache pas dessus, mais je dis que c'est pas suffisant. Et puis les réseaux sociaux, moi je les utilise pas beaucoup, effectivement, il y a une page Facebook Emmaüs, il y a un site internet Emmaüs, que je peux citer, www.emmaüs-réunion.org. On ne communique pas beaucoup parce qu'on n'est pas fada de ça, on ne sait pas l'utiliser, on n'est pas des professionnels de ça. Donc je fais aussi un appel, si quelqu'un a envie de s'intéresser avec nous de ça, il pourrait venir. Et c'est le bouche à oreille qui nous sauve encore, parce que les gens sont contents. Il y a des mécontents, je dis pas, mais 99,9% des personnes qui viennent chez nous sont contents de notre accueil, sont contents de nos services et disent autour d'eux. Une famille qui est venue pour une fois ramène un cousin, une cousine, une tante, un tonton, un frère ou une sœur, et ça marche comme ça. Et c'est bien parce que ils sont en confiance quand ils arrivent.
Alors c'est où justement cette adresse? Foucherolles, 5 rue de la Martinique, un grand bâtiment bleu et jaune, et on est facilement repérable. Sur le mur, il y a un grand aimant qui a été fait par un grand plasticien qui s'appelle Monsieur Jean-Claude Jolet. Cet aimant est fait avec des machines, des tambours de machines à laver qui a été collecté sur notre site. Il y a plein de programmes culturels comme ça sur le site, et cet esprit de l'aimant, lui, il l'a associé à Emmaüs, espace aimant, c'est-à-dire attirant l'objet, mais aussi espace aimant, c'est-à-dire aimant l'humain. Merci Bernard Grandin et à très bientôt. Merci à vous. Bonne journée, à bientôt.